Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser un ETF lorsqu'on est investisseur en Belgique. Parce que si tu tapes ETF ou critères d'ETF sur YouTube, tu vas tomber sur des tonnes de vidéos de créateurs francophones. Certaines sont géniales, beaucoup m'ont aidé, mais elles ne sont pas forcément pensées pour notre petit pays. En effet, comment ne pas te parler du PEA en France? C'était ma plus grosse erreur quand j'ai commencé à investir. Je te parle il y a longtemps, il y a plus de 5 ans. J'avais étudié complètement le sujet du PEA, le plan d'épargne en action qui permet aux Français d'acheter certains types d'ETF puisqu'ils ne peuvent pas mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Dans le PEA, ils ont des avantages fiscaux, ils payent moins de taxes, mais ils ne peuvent pas mettre des actions américaines par exemple. Donc ils passent par des ETF synthétiques qui font un système de swap et qui permettent d'acheter des actions américaines quand même via machin et bazar. Et moi je m'intéresse à tout ça, je comprends le fonctionnement. Et puis je me dis, mais en fait, en Belgique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de PEA, tu vois. J'appelle mon banquier, il me dit, monsieur, ça n'existe pas chez nous. Je fais punaise. En fait, c'est intéressant, tu vois. Intéresse-toi à la France également, mais en Belgique, on n'a pas les mêmes critères. Et donc, dans les vidéos un peu top ETF, critères d'ETF, en fait, ils te présentent des critères qui ne sont pas pertinents en fait pour nous, investisseurs belges. On va donc reprendre tout ça ensemble dans cette vidéo de manière structurée, vulgarisée. J'ai 14 critères à te présenter. Attention qu'évidemment, je dois toujours faire un petit disclaimer. Le but, c'est de t'aider à comprendre la logique du système et de t'encourager ensuite à faire tes propres recherches sur les points principaux qu'on aura explorés ensemble. Donc, ça reste ludique, pédagogique, préventif en termes de non-conseil en investissement. Aucune recommandation sur acheter, vendre ou faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je suis un simple particulier qui partage des vidéos. Investir comporte des risques de perte en capital. Peut-être un petit rappel avant de commencer, vite fait, un ETF, Exchange Traded Funds, c'est quoi? C'est un fonds coté en bourse qui permet en quelque sorte d'acheter des lots d'actions. Un jour, quelqu'un s'est dit, il faut diversifier. Diversifier, c'est bien. Ok, donc je vais acheter plein d'actions. Et puis il se dit, punaise, acheter 50 actions, 100 actions, c'est vachement compliqué et ça me coûte cher en frais. À chaque fois, j'ai des frais d'achat, de vente et de transaction, notamment en Belgique en plus. Et donc tu te dis, ok, ce serait bien d'avoir plein d'actions, mais facilement. Et donc un gars s'est dit, t'inquiète, moi j'ai une société émettrice, je vais acheter toutes ces actions et je te permets d'y être facilement exposé en un seul achat. Donc ça paraît plutôt séduisant sur le papier. On se dit, je vais être indirectement propriétaire de plein d'actions, sauf que tu vas le voir ici, il y a certains scénarios où tu n'es pas propriétaire des actions, où tu n'as pas l'action derrière, c'est en fait autre chose qui n'est pas écrit sur l'ETF. Bref, il y a plein de choses comme ça à comprendre, plein d'indices et plein de choses différentes. Ça paraît simplifier les choses, ça paraît parfois sur les réseaux sociaux être présenté comme un produit miracle. Sache que les produits miracles, ça n'existe pas, il n'y a aucun rendement garanti en investissement. C'est pour ça que c'est essentiel ce genre de vidéo pour essayer de t'aiguiller un petit peu à faire tes recherches et à bien comprendre ce dans quoi on investit. On n'investit pas dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Critère numéro 1, enfin, je vais commencer par la TOB, taxe sur les opérations boursières. Donc, c'est une taxe qui est due à chaque achat, chaque vente que tu fais en bourse. Elle peut être, à l'heure où je tourne cette vidéo, de 0,12%, 0,35% ou 1,32%. Pour les actions, ça va généralement être 0,35%. Pour les ETF, ce sera plutôt 0,12%. 1,32. J'ai fait des vidéos sur le sujet, tape guide ETF Goteco, tu vas retrouver ça. Et ça t'explique les différents taux de TOB. Tu vois déjà ici que certains ETF qui sont à 1,32, c'est 11 fois plus de taxes que 0,12. Donc au lieu d'avoir 12 € par exemple, tu te retrouves à 132 €. Enfin, c'est quand même énorme. Ça, ce serait sur des très grands ordres, mais tu comprends l'idée. Et donc, ça ne veut pas dire que ces ETF sont pas bons. Ceux qui sont à 1,32, ça veut juste dire que des fois, dans la situation de certains, pourquoi prendre un ETF qui est plus taxé alors que ce qu'il propose ne nous intéresse pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas forcément prendre que des ETF à 0,12. C'est pas ça. Mais dans certaines situations, tu vas être logiquement, en toute logique, plus poussé vers un produit fiscalement avantageux. Et donc, les ETF des créateurs français notamment, peuvent généralement ne prennent pas en compte en fait ce taux de TOB puisqu'ils ne savent pas les taux de TOB des ETF en Belgique. Et donc, ils te proposent une liste d'ETF, ils te proposent des exemples. De toute façon, ça n'engage personne. Et toi, tu te retrouves derrière à t'intéresser des ETF qui sont peut-être plus taxés. Dans certains cas, ils peuvent être intéressants, je l'ai dit. Je passe directement au deuxième critère. J'ai dit que je voulais aller assez vite, donc c'est vraiment à toi d'aller creuser ensuite chaque sujet puisque le but ici, c'est de vulgariser et c'est de faire un tour d'horizon général. Donc, deuxième critère, c'est la taxe Reinders, une particularité qui est négligée par beaucoup trop de Belges. Cette taxe, elle est due sur les fonds investissant dans plus de 10% de produits de taux, typiquement les obligations par exemple. Donc, dans un fonds mixte, type ETF mixte avec plus de 10% d'obligations, par exemple 12%, eh bien, on va se retrouver avec une taxe Reinders sur la plus-value qui va venir s'ajouter. Et donc, ça peut faire très très mal. Et
L'important, je l'ai dit encore une fois, c'est qu'il ne faut pas forcément investir en fonction de la fiscalité. Dans certains cas, oui, pourquoi le prendre plus fiscalisé qu'il ne l'est si ce n'est pas nécessaire? Mais dans certains cas, évidemment, selon certaines stratégies, tu peux avoir envie d'avoir des fonds mixtes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les fuir. Ça veut juste dire que il faut le savoir en tout cas. Il ne faut pas être surpris de se dire tiens, tout d'un coup, je dois payer plus de taxes. Aussi, lorsqu'on prend ce type de produit sur un courtier étranger et qui ne s'occupe pas des taxes belges, il faut calculer, déclarer, gérer ses taxes soi-même. Donc là aussi, c'est super important de comprendre quand elle est là. Donc je ne dis pas que c'est forcément un critère de choix, mais que c'est surtout un critère à connaître. C'est des choses qui sont importantes. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon troisième critère, physique ou synthétique. Tu l'as sûrement déjà entendu, il y a des ETF qui sont physiques, ça veut dire qu'ils achètent réellement les actions dont on parle. Par exemple, un SP500 physique va acheter les 500 entreprises du SP500, des 500 entreprises américaines. Et toi, quand tu achètes une part, tu es indirectement, c'est imagé, mais tu es indirectement propriétaire de 500 actions. Sauf que certains ETF sont en physique échantillonnés. Ça veut dire que oui, ils achètent les actions de l'indice, mais pas toutes, juste les principales, ceux qu'ils jugent importantes pour représenter et être représentatifs de cet indice. Derrière, il y a des ETF qui sont synthétiques. Par exemple, pour le PEA en France, c'est très pratique pour eux de prendre un ETF SP500 qui est synthétique puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir les entreprises du SP500 pour posséder la performance du SP500 dans leur portefeuille. Donc je te répète, au PEA en France, ils ne peuvent pas acheter d'actions américaines. Et donc, ils se retrouvent à acheter un ETF synthétique pour contourner cette réglementation, puisque le ETF synthétique va effectuer un swap avec une contrepartie et d'autres produits qui vont ensuite garantir, promettre la performance du SP500, mais sans détenir d'actifs du SP500. Et donc, ça peut être intéressant pour un Belge pour certains pays et certains marchés difficiles à toucher, etc. Mais d'un point de vue PEA, évidemment, ça perd tout son sens puisqu'on n'en a pas en Belgique. À creuser, je ne dis pas que c'est toujours mieux de prendre un physique, mais c'est quelque chose que tu dois garder en tête. Prochain critère, le numéro 4, accumulatif ou distributif. Les ETF, ils ont plein d'actions dedans. Dans ces actions, certaines distribuent des dividendes. Les dividendes qui sont les revenus de certaines actions. Quand tu as des obligations ou des prêts, tu perçois des intérêts. Les actions, elles te reversent parfois des dividendes pour te récompenser d'être un actionnaire. En très gros, encore une fois. Et donc, dans ces ETF, où il y a parfois 500 entreprises, 1000 entreprises, certaines versent des dividendes. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est à toi de choisir. Si tu prends un accumulatif qui va automatiquement réinvestir les dividendes dans l'ETF et ainsi faire gonfler la valeur de la part et faire fonctionner les intérêts composés sur le long terme, etc. Et tu peux aussi choisir un ETF distribuant qui lui va te dire ok, j'ai récolté des dividendes là dans l'ETF, je te les renvoie. Les ETF peuvent être, ces dividendes d'ETF peuvent être taxés dans l'ETF et ensuite retaxés au moment où toi tu les perçois en Belgique selon le précompte mobilier de 30%. Ça veut dire que sur 100 € de dividendes, il t'en restera peut-être 70, peut-être même un peu moins. Ça dépend de la fiscalité, ça dépend des conventions fiscales, ça dépend de plein de choses, mais tu as un peu l'idée. Et donc, tu récupères moins, mais tu l'as en cash pour le réinvestir dans autre chose ou en faire ce que tu veux, ça dépend de la stratégie. De l'autre côté, quand on veut capitaliser sur le très long terme et qu'on veut optimiser la fiscalité, un ETF accumulatif garde les dividendes. Et donc, comme ils ne sont pas perçus en Belgique, tu ne payes pas la taxe de 30%. Donc, sur le long terme, ça peut être sympathique. Mais tu ne touches pas de revenus. Encore une fois, ça va dépendre de la philosophie et de la manière d'investir de chacun. Passons à mon 5e critère, la domiciliation. Ça veut dire où est domicilié l'ETF, où est-ce que l'émetteur s'est placé pour nous proposer cet ETF. Beaucoup sont domiciliés en Irlande ou au Luxembourg par exemple, et c'est normal. L'Irlande, par exemple, a des accords fiscaux très avantageux avec les États-Unis. Le Luxembourg, lui, fonctionne assez différemment. En tant qu'investisseur belge, en fait, ce n'est pas vraiment une question d'être bon ou mauvais, c'est une question de comprendre le mécanisme. Il y a une retenue à la source qui peut être différente en fonction du pays qui héberge l'ETF. C'est invisible, mais au quotidien, ça fait partie des éléments à connaître et ça peut plus te taxer ou non. Donc certains pays ont des conventions fiscales avec d'autres et pas ensemble. Donc encore une fois, je ne vais pas aller trop dans le détail pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais l'idée est là, le domicile de l'ETF, il faut parfois creuser, il faut étudier le sujet, il faut en parler peut-être à un professionnel et essayer de bien comprendre où l'ETF est domicilié et pourquoi ça peut être important pour toi en tant que Belge.
Sixième critère, le TER, Total Expense Ratio. C'est les frais courants de l'ETF. Bien sûr que c'est un produit assez simple puisque on va acheter les entreprises d'un indice pour essayer de suivre un indice. Donc c'est une gestion plutôt passive. Il n'y a pas plein de gens derrière qui bossent comme des malades pour faire fonctionner l'ETF puisqu'il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre. Ça suit simplement un indice. Je dis simplement, mais ça reste compliqué, mais l'idée est là. Tandis que de l'autre côté, en gestion active, donc la gestion passive en ETF pur et de l'autre côté la gestion active, on va payer des professionnels qui vont gérer activement un fonds, d'accord, et choisir des actions, etc. Et eux, il faut bien les payer, donc ils ont beaucoup de frais, souvent entre 2 et 3% de frais. Pour un ETF, c'est complètement différent. Les frais sont assez faibles, entre 0,10 et 0,50. C'est la norme. Donc un ETF à 0,10, 0,15 ou même 0,05, tu vois, en dessous, c'est relativement pas cher. Si un ETF s'approche des 0,5 ou plus, tu peux considérer que c'est assez cher. Ça dépend aussi du service qu'il fournit. S'il permet de toucher certaines entreprises difficiles à avoir, s'il permet de faire une répartition complexe ou de faire un thème très spécifique, tu vois, il y a moins de volume et tout ça, donc il sera un peu plus cher. Donc ça, c'est parfois normal. Donc l'important, je vais en profiter pour le dire ici, c'est qu'il n'y a pas un critère qui va surclasser tous les autres. Tu vois, c'est un mélange de tout ça et en comprenant tout ça, tout cet univers, c'est là que toi, tu prends ta décision en disant, ok, j'ai un peu compris le bazar, en fonction de tout ce que je sais, je vais plutôt aller là ou là. D'ailleurs, un truc que j'ai noté, c'est qu'un ETF avec un TER très faible, donc des frais faibles, peut avoir une tracking error supérieure, donc des erreurs de suivi plus importantes et donc des défauts de performance et être moins performant qu'un autre ETF qui lui a peut-être plus de frais. Et l'un dans l'autre, en fait, sur le long terme, l'ETF qui a plus de frais peut être plus rentable que l'ETF qui avait moins de frais. Tu vois, donc tout ça, c'est des critères, c'est jamais des vérités absolues, j'insiste. Donc le TER, je répète, Total Expense Ratio, va reprendre les coûts qui servent à payer les comptables, à payer les gens qui bossent là-bas, l'administratif, etc. et le fonctionnement général de l'ETF. À vérifier aussi, il y a dans le document KID, quand tu prends un ETF, il y a aussi des frais de transaction, parfois des coûts d'entrée, coûts de sortie qui ne sont pas forcément repris dans le TER global. Donc ça, il faut bien fouiller. J'ai fait plein de vidéos sur les ETF si tu veux aller voir ça. Je peux même faire une partie 2 à cette vidéo aussi où on va directement analyser chacun des critères d'un ETF. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Commente partie 2 et si j'ai du monde que ça intéresse, je le ferai. La même chose que cette vidéo aussi, mais sur un écran avec un ETF devant nous, un exemple pour dire ok, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Bref, j'avance. Critère numéro 7, on est à la moitié, la taille du fonds. Quand tu cherches un ETF, il y a des moments où certains petits ETF, ça m'est arrivé, peuvent être fusionnés avec un autre ETF. Pourquoi? Parce que l'émetteur se dit, ok, l'ETF il n'est pas très rentable, il ne fonctionne pas très bien, ça me coûte de le maintenir et donc je vais le fusionner avec un autre ETF. Et ça, c'est souvent embêtant pour toi parce qu'il peut par exemple passer d'accumulatif à distribuant ou alors il peut changer de taux de TOB. Et tu te dis, mais ok, ça c'est embêtant, ça me casse les pieds. Donc si tu veux avoir un peu plus de facilité, il faut savoir que la taille du fonds, la quantité d'actifs sous gestion, elle va influencer la stabilité du fonds, donc est-ce qu'il va être souvent changé ou pas, la probabilité, je l'ai dit, de liquidation, de suppression carrément. Bon, quand c'est supprimé, tu perds pas ton argent, on est censé te le rendre, mais ça peut aussi être fusionné et tu recevrais donc des parts équivalentes du nouvel ETF créé. Le spread d'achat-vente peut être différent aussi en fonction du volume sur ce fonds-là. S'il y a très peu de volume, tu peux avoir aussi un peu plus de frais. Et la facilité d'exécution de tes ordres aussi peut être impactée si, encore une fois, il y a très peu de demandes et d'offres. Quand tu achètes, il faut que quelqu'un vende. Donc, s'il y a très peu de volume sur un ETF, ça peut aussi être un peu problématique. Donc, un ETF tout petit n'est pas forcément mauvais. C'est pas ce que je dis encore une fois. Mais il faut comprendre que la liquidité, c'est un critère assez important. Dans l'imaginaire collectif, j'allais dire, mais c'est pas ça, c'est dans les règles générales en fait que tu vas souvent croiser. On dit qu'un ETF est plutôt fiable à partir de 100 millions d'encours sous gestion. Idéalement, pour être un peu plus prudent, on parle de 300 à 500 millions d'encours sous gestion et 3 ans de données, 3 ans d'historique. Là, on peut se dire, ok, cet ETF, il commence à être ancré et à être là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on dit, mais évidemment, chacun fait encore ce qu'il veut. Ça dépend de ses propres critères, de ses propres connaissances et de plein de choses. Si tout ça te semble encore complexe, j'en profite qu'on est à la moitié pour te dire que sur mon site, c'est le premier lien en description, je te propose un e-book gratuit, c'est au prix de 0 €, qui permet de voir un peu des portefeuilles et des exemples de pondération en bourse. Donc n'hésite pas à aller le télécharger, un petit e-book boursier pour t'aider à mieux comprendre cet univers, ça peut être intéressant. Je passe au 8e critère, l'indice exact. Ça vérifie aussi.
Les plus connus MSCI World, donc l'indice monde, les 1500 plus grosses entreprises dans 23 pays développés. Il y a aussi le MSCI Emerging Markets qui va suivre des pays émergents, le SP500 qui suit les 500 plus grosses entreprises américaines, le Nasdaq 100, le CAC 40 en France avec les 40 plus grosses boîtes françaises, le BEL 20 en Belgique, etc. Et certains indices sont parfois un peu plus flous. Le FTSE, swap, machin, bazar, c'est parfois un peu complexe. Ça mériterait aussi une vidéo à part d'ailleurs. Mais certains indices vont inclure certains produits, certains pays ou d'autres. Il y a des indices pays émergents qui excluent la Chine, par exemple. Et tu dis, non, moi la Chine, j'y crois pas trop, mais qui te donnent les autres. Certains indices chinois, parce que j'y pense, prennent les entreprises chinoises et excluent les banques parce qu'ils estiment que c'est peut-être mieux. Et donc, il y a des choses comme ça qu'il faut creuser et bien vérifier exactement l'indice et ce que l'ETF prend ou non. Et alors, je vais le placer ici parce que c'est extrêmement important. Il y a les critères UCITS, ce que tu as sûrement déjà vu sur certains ETF. UCITS, c'est un ensemble de règles européennes imposées à certains fonds, certains ETF pour garantir un niveau de protection aux investisseurs. Ce n'est pas une garantie de performance, pas du tout, mais un cadre légal strict que l'émetteur de l'ETF doit respecter. Diversification obligatoire, donc l'ETF quand il est UCITS, il ne peut pas concentrer tout son portefeuille sur une entreprise ou quelques entreprises. En pratique, il existe des limites précises. Par exemple, il ne peut pas dépasser 10% de l'indice ou 10% de l'ETF sur une entreprise. L'objectif, c'est de réduire en fait la dépendance à une seule action. Ensuite, tu as la séparation des actifs. L'argent du fonds est juridiquement séparé de l'émetteur, ce qui fait que si la société qui gère l'ETF fait faillite, eh bien, les actifs du fonds restent protégés et tu peux ainsi les récupérer via un autre émetteur ou via une restructuration, ce genre de choses. Enfin, on essaie quand même de récupérer ton argent. Et donc, l'émetteur, lui, ne touche pas vraiment l'argent des investisseurs. Ensuite, il y a l'encadrement des produits dérivés. Les dérivés qui peuvent être utilisés quand même, mais seulement dans un cadre très strict. Pas d'effet de levier excessif, de prise de risque spéculatif, ce genre de choses. Les dérivés, ça sert surtout à répliquer certains indices ou à ajuster une exposition, pas à faire des effets de levier, je l'ai dit. Les leviers, c'est par exemple tu investis 100 € et eux, ils multiplient ta mise x2, x3, etc. Ce qui peut être très dangereux lorsque ça ne fonctionne pas évidemment. Ensuite, il y a les obligations de transparence dans les critères UCITS où l'émetteur doit publier des informations claires. Dans mes vidéos, je vais régulièrement avec toi jeter un coup d'œil au document KID qui montre plein d'explications sur l'ETF, les risques, les frais cachés, etc. S'il y en a, les méthodes de réplication, l'investisseur doit être capable de savoir exactement ce qu'il achète. Il y a aussi la liquidité minimale. Un ETF UCITS doit être facilement négociable. Ça veut dire qu'il doit y avoir une offre ou une demande. Il doit pouvoir être acheté et vendu dans des conditions normales avec une valorisation assez régulière et des mécanismes carrés. Certains ETF qui ne sont pas UCITS sont beaucoup moins liquides et plus compliqués à acheter ou à vendre. Au niveau de la protection et des contrôles, donc un ETF UCITS, il va être soumis à une supervision européenne. Il va devoir respecter des procédures en termes de gestion du risque, de transparence, des audits, des cadres de protection, etc. pour les investisseurs. Et donc, retiens que notamment en Belgique, on préfère généralement les ETF UCITS pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer. Si on s'aventure sur d'autres types d'ETF, c'est vraiment à tes risques et périls. Critère numéro 9, le risque de change. Certains ETF sont affichés en dollars ou en euros. Donc, tu es évidemment exposé au risque de change. Même en achetant un ETF estimé plutôt en euros, affiché en euros, derrière, si c'est un ETF sur l'économie américaine, c'est des actions américaines qui fonctionnent en dollars et qui sont tributaires du dollar. Donc, tu restes exposé au taux de change avec le dollar. Parfois, ça amplifie ta performance, parfois, ça l'atténue. Ça fait partie du jeu, le taux de change c'est un peu imprévisible. Certains ETF permettent d'avoir une couverture, une sorte d'assurance pour le risque de change. On appelle ça des ETF hedgés. Avec un hedging, il y a un gros H dans le nom. Donc je t'invite à creuser ça, la couverture sur les risques de change. C'est compliqué parce que ça rajoute des frais, ça a un coût, c'est normal. Et donc, c'est pas forcément toujours rentable. Donc, c'est compliqué. Faut-il prendre des ETF hedgés ou non? Ça dépend encore des gens. C'est un choix personnel. C'est l'occasion ici aussi de parler du fractionnement, c'est-à-dire que lorsque tu veux acheter une part d'ETF, certains ETF sont à 500 €, 600 € la part. Un peu compliqué pour un petit investisseur belge qui a 200, 300 € de budget par mois. Donc tu ne sais pas l'acheter l'ETF. Et c'est pour ça qu'il y a certaines plateformes étrangères qui permettent du fractionnement, d'acheter 100 € des 500 ou 600 € de l'ETF. C'est plutôt sympathique sur le papier, mais en réalité, ça peut poser plusieurs problèmes. Tu peux taper sur YouTube fractionnement bourse Egoteco ou juste fractionnement bourse Belgique. Tu vas tomber normalement sur la vidéo du Seul Pay qui a traité le sujet, mais ça me semble important parce qu'en Belgique,
Il n'y a aucun courtier à ma connaissance qui propose les fractionnements d'actions. C'est pas très bien vu chez nous et pour une série de raisons qu'on va pas tout évoquer ici, mais sinon ce serait trop long. Mais en gros, retiens que c'est assez rare d'avoir du fractionnement. Et donc, certains ETF peuvent être intéressants aussi au niveau du prix de la part en te disant j'ai un ETF à 600 € la part, j'en ai un autre, c'est sensiblement le même. Là, il faut bien vérifier évidemment que les critères sont bien les mêmes pour ce qui est important pour toi. Donc, tu vérifies que les deux sont vraiment sur les mêmes bases au niveau fiabilité, émetteur. Enfin, il faut réfléchir à tout ça et tout ce que je parle en fait dans cette vidéo et se dire ok, lui il est à 600 € la part, lui il est à 15 ou 30 € la part. Ça peut être un critère intéressant si on a un petit budget de se dire oui, je peux plus facilement fractionner mes achats avec un ETF à 30 € qu'à 600 ou 700 €, je ne sais pas combien, tu vois. Donc ça, le prix de la part, la valeur d'une part, ça peut être aussi un critère important. Critère numéro 10, le tracking error. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un indice, par exemple SP500, et mon ETF, il suit exactement l'indice. Il a une très faible différence entre l'ETF et l'indice, donc il a un bon tracking. Les tracking errors, c'est la régularité de l'écart entre les deux. Il peut y avoir un écart, mais s'il est très léger, c'est tant mieux. Et puis tu as le tracking différence qui lui est l'écart réel avec l'indice. Donc un ETF qui colle très bien son indice, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si idéalement il a un TER assez bas, c'est cool, mais du coup tu as des fois des TER plus élevés, je l'ai dit, des frais plus élevés, mais avec une cohérence de l'indice qui est meilleure. Critère numéro 11, la fiche KID. Tu tapes ETF GoTeco sur la plupart de mes analyses. Il y a une playlist d'ailleurs sur la chaîne où j'analyse plein d'ETF, où je montre un peu comment ça fonctionne. Ça reste éducatif. Eh bien, je montre à chaque fois le KID. Très important. Je ne sais pas pourquoi dans les autres vidéos YouTube, souvent les gens ils négligent ce point alors que je trouve ça super important. C'est le document de base qui va te montrer un peu l'échelle du risque, les performances passées, même si ça ne préjuge pas des performances futures, les frais exacts avec la décomposition plus précise, la stratégie du fonds, la structure, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc c'est un document officiel, il faut voir s'il est bien à jour et c'est essentiel de le consulter. Critère numéro 12, la place de cotation. Un ETF peut être coté sur plusieurs places boursières, à Paris, à Amsterdam, à Milan, etc. Et ça peut changer beaucoup de choses en Belgique, notamment en termes de TOB, donc de taxes, d'horaires d'ouverture, de liquidité, de spread et de frais. Donc c'est très important, surtout qu'en Belgique, on a certains courtiers qui permettent d'accéder par exemple assez facilement au marché américain et étrangement, quand tu vas sur le marché français, tu payes beaucoup plus de frais ou sur le marché italien. Donc ça dépend des connexions, ça dépend de plein de choses. Donc certains ETF peuvent être plus intéressants en termes de frais sur certaines bourses ou d'autres. Critère numéro 13, les ETF thématiques ou exotiques. Très à la mode, ça peut être intéressant. Par exemple, un ETF sur l'IA qui va se concentrer sur 20, 30, 40 entreprises dans l'intelligence artificielle. Un ETF sur l'énergie renouvelable, sur le vieillissement, sur les jeux vidéo, j'en sais rien, sur plein de tendances comme ça à la mode. Ça peut être très fort, mais évidemment, il y a une beaucoup plus forte concentration sur un secteur, donc on perd cet aspect diversification générale. C'est parfois peu liquide s'ils sont moins connus, moins utilisés. Souvent, ils ont plus de frais, ils sont un peu plus complexes à comprendre au niveau de la structure et au niveau fiscal, il faut bien se renseigner. Les ETF thématiques, ça peut être sympa, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un produit qui est plus dangereux. Ce n'est pas un problème. C'est un univers un peu différent de la gestion passive pure, d'accord? Et des ETF très classiques, les ETF thématiques, c'est réputé comme plus dangereux, plus volatile et plus complexe. Critère 14, je pense que ce sera le dernier pour moi, c'est évidemment en Belgique le choix du courtier. Mais oui, tu peux avoir un courtier belge, ça dépend lesquels, mais la plupart, quand ils sont vraiment belges, ils se gèrent les taxes belges. Donc la TOB est prélevée et calculée automatiquement. Le précompte mobilier sur les dividendes peut être retenu à la source. Les documents fiscaux sont préétablis ou bien on t'aide dedans. Pas de déclaration de compte étranger puisqu'il y a un IBAN belge. Simplicité administrative. Donc c'est quand même un vrai confort. Mais de manière générale, ces courtiers-là demandent plus de frais. De l'autre côté, et parfois moins de fonctionnalités et parfois des interfaces un peu plus traditionnelles, un peu plus vieillissantes. De l'autre côté, tu as des courtiers beaucoup plus jeunes, plus stylés sur les réseaux sociaux et tout ça, étrangers, basés en Allemagne, en Lituanie, etc. Le problème, c'est que tu as un compte étranger qu'il faut le déclarer très souvent, qui ne gère pas les taxes belges, qui n'a pas un suivi personnalisé pour les Belges, surtout en Belgique. Tu appelles, ils te répondent en anglais, je suis de Belgique, ils te demandent c'est où, tu vois. Enfin, j'exagère, j'exagère à mort, mais c'est un peu l'idée, voilà, tu n'as pas un truc très personnalisé, mais du coup, généralement, il y a beaucoup moins de frais, ce qui peut faire une vraie différence sur le long terme. Mais tu as beaucoup plus à gérer toi-même et tu n'as pas un suivi personnalisé belge, donc c'est aussi un confort qui est beaucoup moindre et il faut en être conscient avant d'ouvrir un compte au hasard sur une plateforme du genre. J'ai fait des vidéos, tape courtier, bourse Belgique,
Goteco, tu vas tomber sur des vidéos où je fais des présentations de plein de courtiers, un petit peu de ce qu'ils proposent. Ça permet d'avoir une idée de ce qui existe et ensuite d'aller faire toi-même tes propres recherches. Bref, en conclusion, j'ai survolé ici énormément d'éléments. Je dis bien survolé, j'insiste, hein, aucun conseil, aucune recommandation. Ça t'aide à comprendre comment un ETF est structuré, comment est-ce qu'il va être taxé en Belgique, quel est l'indice suivi, est-ce que au niveau de la domiciliation, c'est bien pour moi? L'émetteur est-il transparent? Quels sont les frais exacts, etc. Est-ce qu'il est synthétique ou physique? Tout ça, c'est des choses super importantes. J'ai un mot pour la fin, c'est approfondis, creuse le sujet, avance toi-même. Tape ETF Goteco sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, mis bout à bout. Ça peut te donner une bonne vue d'ensemble et ensuite, ça te permettra de creuser, d'apprendre par toi-même, de faire tes propres recherches et pourquoi pas consulter un véritable professionnel de l'investissement. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.